Bonsoir et bienvenue au débat numéro 10 de ces rencontres économiques d'Aix. C'est le dernier débat, c'est le débat du samedi soir. Et donc, ils nous ont donné la thématique la plus fun, disons-le, qui est jusqu'où l'intervention des banques centrales. Je me présente, je suis Stanley Pignal de The Economist. Alors, il fut un temps où le métier de banquier central était un métier de technicien, de technocrate, qui montait les taux d'intérêt d'un quart de point et les baissait d'un quart de point 3 mois plus tard. Et c'était noté dans les journaux un peu sérieux, comme The Economist. J'exagère un peu. Les crises successives qu'on a connues ont complètement changé la donne et les banques centrales sont devenues, c'est le cas de le dire, des acteurs centraux dans le débat économique, prenant des décisions qui rivalisent celles des ministres, voire des présidents. On se souvient tous du « whatever it takes » de Mario Draghi en 2012 ou de l'intervention massive de la Fed, la BCE et d'autres l'année dernière. Il est donc essentiel de mieux les comprendre et c'est pour ça que nous avons un panel exceptionnel ce soir que je vais vous présenter. Alors je vais le faire en ordre alphabétique, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Je commence avec Jean Benardo, président de HSBC Continental Europe. Après, en distanciel, nous avons M. Agustin Carstens, qui est le chef de la Banque des règlements internationaux, dite la Banque centrale des banques centrales. Mario Centeno est le gouverneur de la Banque centrale du Portugal. Ils ont tous des CV longs comme le bras. Je ne vais pas donner tous leurs anciens postes, sinon on sera là toute la soirée. Patricia Crifo, à côté de moi, est professeur à l'école polytechnique. Monsieur Ken Rogoff, aussi en distanciel, est professeur à l'université de Harvard. Et Béatrice Veder Di Moro est au centre des recherches sur les politiques économiques. Pour nous donner un cadrage impulsif, Catherine Luboszinski, professeure à l'université de Paris 2 et membre du Cercle des économistes, va nous donner les premiers éclairages. Donc effectivement, c'est une interrogation légitime que de se poser la question jusqu'où peuvent aller les banques centrales dans leurs actions, surtout compte tenu de tout ce qu'elles ont fait depuis la crise financière de 2007. Alors, on peut dire qu'elles ont été à la fois réactives et créatives, et c'est sans doute c'est sans doute les raisons pour lesquelles on leur reproche d'en faire trop, en particulier de la part de ceux qui ont peur de l'inflation, et en même temps, pour reprendre une expression à la mode, on leur reproche d'en faire trop peu. D'où deux questions autour desquelles j'espère que nos intervenants vont débattre. La première, c'est peuvent-elles en faire encore plus et comment? Et la deuxième, quels sont les problèmes quand même auxquels elles sont confrontées du fait de leur intervention accrue? Alors, en ce qui concerne la première question, ceux qui sont là depuis hier ont bien compris que les deux préoccupations essentielles sociétales de nos jours sont les inégalités et le changement climatique. Il y a 10 ans, vous auriez suggéré à un banquier central de les intégrer dans ces facteurs décisionnels. Au mieux, vous auriez été taxé d'hétérodoxe, au pire, de farfelu. Seulement il y a 10 ans. Pourtant, de nos jours, on voit bien que ces deux préoccupations sont prégnantes. Alors, on le voit, début juin, vous avez une conférence de tous les banquiers centraux, presque tous, sur le thème des enjeux climatiques dans la politique monétaire. On a vu que seule la Fed était peut-être un peu plus réticente. Ou encore le dernier rapport de la Banque des règlements internationaux qui est sorti le 21 juin dernier et qui consacre un chapitre entier sur l'empreinte redistributive des politiques monétaires. Donc, alors sur ces deux points, comment les banques centrales peuvent intégrer les aspects climatiques? On développera bien sûr, mais globalement, on peut dire brièvement en intégrant des critères dans l'achat des titres de dette des entreprises. N'oubliez pas que la BCE en détient 275 milliards, je crois, ou dans les critères d'éligibilité au refinancement, ou encore ce qui a été fait en France, c'est-à-dire en mettant en place des stress tests climatiques bancaires. En ce qui concerne les inégalités, très souvent, là, ces temps-ci, on entend parler du lien entre la politique monétaire et les inégalités accrues en termes de richesse.
Tout simplement parce que des taux d'intérêt très faibles se traduisent par une augmentation du prix des actifs financiers et immobiliers, et donc ça contribue à une aggravation des inégalités de richesse. Alors certes, inégalité de richesse, mais enfin, en réalité, on comprend bien que pour accumuler de la richesse, le prérequis, c'est quand même d'avoir un revenu. Donc, il faut recadrer un petit peu là les choses, et l'impact le plus important des politiques monétaires porte sur les revenus, et en particulier, il ne faut pas oublier que les politiques monétaires, en menant des politiques contracycliques, c'est-à-dire en essayant d'atténuer, par exemple, les récessions, contribuent à la lutte contre les inégalités de revenus. Parce que dans les grandes récessions, les pertes d'emplois concernent surtout les emplois les moins qualifiés, et donc on peut dire qu'en soutenant l'activité économique, la politique monétaire contribue à la réduction des inégalités de revenus. On peut prendre ce problème-là sous un autre angle, tout simplement en regardant par exemple dans les pays émergents où l'inflation est hors de contrôle, quels sont les agents économiques qui vont être les plus affectés? Eh bien, encore une fois, ce sont les ménages qui n'ont ni actifs réels, ni actifs financiers. Donc, finalement, le critère le plus important, c'est le revenu, et on comprend à ce moment-là pourquoi l'objectif de stabilité des prix et de soutien, alors les objectifs, ils sont deux, et de soutien à l'activité économique, contribue évidemment à la lutte contre l'augmentation des inégalités de revenus, mais aussi doivent rester des objectifs finaux fondamentaux des banques centrales. Ce qui nous ramène à la deuxième question, c'est quels sont les problèmes auxquels vont être confrontés ou sont confrontées les banques centrales dans la poursuite de ces objectifs finaux. Alors je vais faire juste un petit focus sur 3 problèmes parce que sinon je vais vraiment trop déborder de mon temps de parole. On peut mentionner les prix, les taux d'intérêt et la coopération avec la politique budgétaire. Ce sont 3 thèmes importants. Alors en ce qui concerne les prix, on est bien d'accord que l'objectif, enfin j'espère qu'on est d'accord, que l'objectif de stabilité des prix est important, qu'il faut absolument le conserver, mais par contre on peut peut-être s'interroger sur c'est quoi la stabilité. Est-ce que c'est 2%? Est-ce que c'est 3%? Ou est-ce que c'est en moyenne 2%? Et la Fed, qui a fait sa revue stratégique l'année dernière, a bien intégré qu'il s'agissait de 2% en moyenne. Donc 2% en moyenne, ça veut dire des périodes où il y a un peu moins, mais des périodes où il y a un peu plus. Et donc, c'est ce qu'il faut aussi intégrer. Et quant au prix, ben là encore, quel prix on retient? L'indice des prix à la consommation, doit-on ou pas inclure le logement, le prix du logement, parce que c'est une part croissante du revenu des ménages. Donc c'est important, quand on a une augmentation du prix de l'immobilier, ça a un impact non négligeable sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors le deuxième point qui concerne les taux d'intérêt est un petit peu plus technique, mais la question c'est est-ce que les banques centrales ne pourraient pas encore plus baisser les taux d'intérêt? Alors pour certains, les taux d'intérêt peuvent être encore abaissés jusqu'à moins 1%. Je crois que Christine Lagarde l'a dit à la Commission européenne le 21 juin dernier. Pour d'autres, on pourrait aller jusqu'à moins 2 ou moins 3%. Alors évidemment, des taux d'intérêt très négatifs vont comporter ou peuvent comporter des effets pervers, en particulier sur les banques, mais là je laisse notre représentant réagir, donc je vais passer et terminer sur le troisième point, qui est celui lié à la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire. On a vu que du fait des dernières crises financières, économiques, sanitaires, les principaux détenteurs de dette publique sont maintenant en gros les banques centrales, 30 à 35% du stock de dette publique, États-Unis, Europe, voire plus de 50% pour la Banque du Japon. Mais ce que la crise sanitaire a bien mis en exergue, c'est la nécessaire coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Et cette coordination est essentielle non seulement pour améliorer l'efficacité respective de chacune, mais aussi pour améliorer l'efficacité conjointe. Alors évidemment, c'est plus compliqué en Europe qu'aux États-Unis, parce que la Fed, elle a en face d'elle qu'un seul trésor.
Ce n'est pas tout à fait le cas en Europe. Alors, la difficulté future, je pense, va être de gérer les interactions qui existent entre politique budgétaire et monétaire, tout en conservant l'indépendance des banques centrales. Alors, attention, quand on parle d'indépendance, c'est pas se fixer les objectifs qu'on veut. Ça, ce sont les pouvoirs législatifs qui fixent les objectifs finaux des banques centrales. Et l'indépendance, ce sont les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Mais du fait de leur intervention et de leur achat massif de dette publique, il y a un problème où il y a un risque de dominance fiscale en anglais, budgétaire en français, qui risque d'intervenir. Alors, je terminerai juste sur une dernière question, c'est que à vouloir peut-être donner trop d'objectifs aux banques centrales, est-ce qu'on ne risque pas globalement d'avoir une perte d'efficacité de ces banques centrales dans la poursuite de ces objectifs? Super. Merci Catherine. Les bases du débat sont posées. Je vais aller directement aux intervenants. On va commencer par Monsieur Carstens à la Banque des règlements internationaux. Et je veux commencer avec une phrase de Catherine. Les banques centrales en font-elles trop ou trop peu? Et quel rôle doivent-elles jouer dans l'après-Covid? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Je pense que les banques centrales ont fait ce qui était rendu nécessaire par leurs mandats respectifs. Cette crise du Covid-19 était tout à fait inattendue et à une échelle que nous n'aurions pu prévoir, un choc très dur pour nos économies. Et à la Banque des règlements internationaux, nous savons qu'il fallait une action rapide et étendue. Et l'idée était de prévenir une récession et que cela puisse se muer en une dépression. Et donc le risque qu'une crise se meuve en crise financière. Et je crois qu'on a réussi de ce point de vue-là. En outre, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui me semble très important, c'est que les banques centrales ont besoin d'utiliser des instruments qui doivent en faire un petit peu le dernier recours, de manière à permettre aux opérations de se poursuivre. Et je pense au Trésor américain. L'important est de stabiliser les marchés clés et aussi de respecter un certain nombre d'objectifs qui ont trait à la stabilité financière. Différents pays dans le monde se sont réunis face à cette crise, mais c'est vrai qu'ils sortent de cette situation à des rythmes différents du fait du vaccin. Et à l'avenir, comme cela a été dit, c'est vrai qu'il y a eu certaines réussites en termes de politique de stabilisation et ça a été soutenu par les politiques fiscales en grande partie. Et je crois que les défis à venir, ça va être notamment de calibrer une normalisation graduelle et la planifier de telle manière que les objectifs soient atteints. Premièrement, que cette reprise ne soit pas étouffée, qu'elle ne soit pas avortée. Et ce faisant, ne pas laisser d'autres risques se développer encore plus. Donc, il reste une grande flexibilité, mais ce n'est pas sans risque. L'inflation, oui, a augmenté, mais lors des épisodes les plus commentés, cela a été ce que nous avons vu, c'est que l'inflation a augmenté
au rythme de distorsion de la chaîne d'approvisionnement et de certains effets temporels. Donc, il va falloir regarder cela de près et notamment en termes de nos attentes pour l'inflation, eh bien, je crois qu'on a gardé un assez bon contrôle sur tout ce qui était inflationniste. Je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Restez. Nous allons passer à Monsieur Centeno de la Banque du Portugal, qui a une expérience unique parce qu'il vient du côté politique, ancien ministre des Finances du Portugal et président de l'Eurogroupe. Et je vous pose la même question. Est-ce que les banques centrales en font trop ou en font trop peu? Est-ce qu'elles jouent le rôle qu'elles sont supposées jouer? Eh bien, bonjour et merci de votre invitation. C'est un grand plaisir pour moi. Eh bien, je pense que cette fois-ci, la politique monétaire n'était pas tout ce qui se jouait. Je crois que la politique monétaire a permis la réaction à la crise qui était nécessaire. Ça a été assez rapide, assez fort et avec une forte intensité. Regardez les chiffres. On a regardé, les chiffres sont en milliers de milliards d'euros. Et en termes des programmes de la BCE, 4 000 milliards de dollars pour les liquidités, 2 000 milliards de dollars injectés. Et la politique fiscale, cette fois-ci, a été coordonnée et à la fois au niveau de l'Union européenne et au niveau national, la politique fiscale était présente. En juin l'an dernier, rappelez-vous, l'Union européenne a approuvé plus de 1 000 milliards d'euros dans une politique de relance pour eh bien, les entreprises, les citoyens. C'est une réaction quand même très impressionnante. Pourrions-nous faire plus? Aurions-nous pu faire plus? Je crois qu'il faut nous en tenir au plan qui permet eh bien, de soutenir notre économie aussi longtemps que cela sera nécessaire. Parfois, nous tirons des conclusions trop hâtivement. Et par exemple, avec les très bons chiffres que nous avons vus dans les projections pour nos économies dernièrement, il nous faut rester vigilants et rester volontaristes dans notre soutien à nos économies. C'est vrai à la fois pour la politique fiscale et la politique monétaire. La BCE a pris une décision très importante en décembre dernier. Nos programmes sont en train d'être mis en œuvre et courront jusqu'à mi-2022. Et nous allons maintenir ce niveau de soutien au moins jusqu'en 2023. Et nous sommes donc ici pour travailler ensemble sans crainte de quelque domination fiscale ou sans inquiétude vis-à-vis de l'indépendance des banques centrales. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Ce sont les questions les plus essentielles qu'il faut mettre sur la table. Afin de contrer les difficultés que Catherine a très bien exposées dans son introduction. Permettez-moi de dire que les inégalités sont une question très importante, mais il faut que nous soyons équitables dans nos instruments de politique et évaluer eh bien, à la fois avoir une évaluation factuelle et contrefactuelle des politiques que nous recommandons. Encore une fois, le climat, les inégalités sont des questions qui
que nous devons garder en tête pour toute réflexion de politique fiscale et politique monétaire, les mécanismes de transmission, efficacité, et pour garantir que la stabilité financière est assurée pour tous les secteurs. Tous les secteurs doivent avoir de bonnes conditions de financement, et ce, tout au long de la crise. Et enfin, pour conclure, j'aimerais souligner l'importance de maintenir le degré de soutien de ces politiques, car nous savons tous que dans les dernières étapes du processus de relance, c'est là que la réallocation a lieu dans nos économies, et cette réallocation est ce qui entraîne les plus grandes difficultés en termes de chômage et d'inégalité, et nous devons rester conscients de cela. Merci. Du climat et des inégalités, bien sûr. Béatrice Weder Di Mauro, je vais vous poser la même question. Est-ce que le rôle des banques centrales est approprié? Est-ce qu'elles en font trop? Est-ce qu'elles en font trop peu? Comment pourraient-elles s'adapter? Devraient-elles s'adapter? Certainly they have done the right amount. Bien entendu, je partage les points de vue qui ont déjà été donnés, parce qu'on a appris de la crise il y a 10 ans, la crise financière. Et la réaction a été très rapide et elle a été suffisamment ample pour que cette crise sanitaire ne devienne une crise financière. Je voudrais vous ramener à mars ou avril l'an dernier. On se rendait compte que les marchés étaient en train de s'effondrer, que le flux de capitaux ne rentrait plus dans les entreprises. Et on se disait que nous allions faire face à une crise bancaire, en plus de la crise sanitaire. Et c'est vraiment l'intervention des banques centrales qui a permis de soutenir les liquidités nationales. Et lorsque cela n'était pas suffisant, elles ont trouvé des aides internationales avec des émissions de dollars et d'euros. Et le numérique nous a permis de maintenir une sorte de confiance. Donc en termes de stabilité financière, il est très clair que les banques centrales doivent être extrêmement actives lorsqu'une crise se produit. Et ils doivent pouvoir déployer toutes sortes de stratégies ou d'outils conventionnels ou non conventionnels. Le deuxième aspect en ce qui concerne trop ou trop peu, eh bien, c'est l'inflation. Les banques centrales devraient être mesurées en fonction de la façon dont elles gèrent l'inflation. Et ces 10 dernières années, les banques centrales n'ont pas vraiment pu réaliser leurs objectifs. Et elles ne peuvent pas être blâmées uniquement pour cela parce qu'elles n'ont pas été aidées par la demande publique ou privée. Et puis, il y a aussi des facteurs structurels très profonds qui ont pu jouer contre les banques centrales. Des facteurs démographiques, de mondialisation, qui étaient des moteurs qui faisaient décliner les liquidités. Lorsqu'il s'agit d'inflation, les banques centrales n'ont probablement pas fait assez, mais il n'est pas très clair. Nous ne pouvons pas savoir très clairement si elles auraient pu faire mieux. Et c'est une question que nous devons nous poser.
Est-ce que cette crise va être un changement de régime en termes de demande et de facteurs climatiques? Est-ce que les attentes en termes d'inflation doivent être appuyées sur des facteurs comme la démographie, et peut-être que c'est un risque que nous devons prendre de manière plus sérieuse, parce qu'il y aura aussi la question des politiques monétaires et fiscales et la façon dont elles vont se développer à l'avenir. Et l'expansion parallèle de politique monétaire que nous avons menée pour sortir de cette crise. Enfin, un dernier point. Lorsqu'il s'agit de changement climatique, en ce qui concerne les banques centrales, il y a une différence entre la façon dont la Banque américaine et les banques européennes envisagent ce problème. D'abord, j'aimerais souligner que le changement climatique et le risque de changement climatique doivent faire part des banques centrales. Au moins l'étude du risque. Et en ce qui concerne la volatilité, tout cela sont des éléments clés sur lesquels les banques centrales doivent se concentrer. Et il peut être la prochaine crise peut probablement venir du changement climatique et ce sera une crise mondiale. Donc nous devons nous concentrer sur ce sujet, mais voir quels sont l'impact sur les politiques monétaires et les stratégies monétaires. En termes d'actifs et d'achat d'actifs, les risques climatiques doivent jouer un rôle. Et il est évident qu'une fonction protective, c'est-à-dire regarder les risques climatiques et quel impact ils auront sur les actifs, est absolument essentielle. Parce que tous les gestionnaires d'actifs ainsi que les banques doivent faire cela. Donc une finance durable est en train de devenir la norme. La seule discussion restante est est-ce que les banques centrales peuvent aider à faire basculer l'achat d'actifs vers une économie plus verte. Et ce qu'a dit Isabelle à plusieurs reprises, c'est que si vous ne faites pas cela, si vous n'avez pas de directive en termes d'achat d'actifs, alors la neutralité du marché n'a rien à voir avec la profitabilité. Donc si les banques centrales ne prennent pas en compte le climat dans leur politique d'achat d'actifs, alors elles vont avoir une politique brune par opposition à vert. On va revenir surtout sur la question du climat parce que je sais que les autres intervenants la trouvent très intéressante. On va passer au professeur Ken Rogoff à Harvard, un expert des crises. Et je voudrais lui demander la même question, si le rôle des banques centrales qui a beaucoup évolué est maintenant le bon, si elles en font trop ou trop peu, et quel devrait être leur rôle dans le futur. Il est passionnant. Hein.
je ne sais pas s'il nous entend. We can't hear you, Professor Rogoff, so I'm gonna pass on to the next person, and we'll come back. Allez-y. Je ne pose même plus la question parce que c'est la même pour tout le monde. Voilà, mais surtout, je vais quand même répondre, comme Catherine me l'a demandé, sur le secteur bancaire. Le secteur bancaire, c'est un secret pour personne, souffre des taux d'intérêt négatifs. Et les banques cotées en Europe traitent en moyenne à peu près à la moitié de leurs fonds propres, ce qui n'est pas un signe de création de valeur massif. Une fois qu'on a dit ça, le secteur bancaire bénéficie évidemment aussi de l'efficacité générale des réponses monétaires et budgétaires aux 2 précédentes crises, grâce aux programmes de TLTRO qui ont été mentionnés pour financer l'économie, et aussi parce que ça fait baisser le niveau général du risque de crédit et le niveau des faillites. Alors, je vais centrer mon propos sur les risques extrêmes, c'est-à-dire si on continue ces politiques monétaires ou si elles s'approfondissent encore, qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'à ce stade, finalement, ça va bien et pas mal de gens pensent que ça devrait continuer. Et vous savez que sur les marchés financiers, la prise de conscience des changements structurels est généralement lente, mais quand elle a lieu, ça se traduit par un ajustement brutal. Alors je vois trois déclencheurs possibles d'ajustement violents. Un est psychologique, un est mécanique et un est d'ordre politique. D'abord le psychologique, la monnaie c'est un contrat de confiance. L'économie peut s'adapter à plusieurs types de fonctionnement monétaire, mais les transitions de l'un à l'autre sont généralement brutales. Or, nous entrons dans un paradigme de taux d'intérêt réel négatif après 30 ans de taux d'intérêt réel positif pour tous les investissements à faible risque. Après les contre-chocs pétroliers de 1986 et l'indépendance croissante des banques centrales, de nombreux acteurs de l'économie se sont convaincus, à tort ou à raison, que la valeur de la monnaie en termes réels serait stabilisée pour toujours par le simple jeu des taux courts. Il n'est pas d'ailleurs certain que ce ne soit plus le cas, et ce ne serait pas forcément grave d'ailleurs, mais un changement profond de perception du rôle de réserve de valeur de la monnaie, qui serait déclenché par des taux d'intérêt réels négatifs prolongés ou par une dévaluation trop marquée face au prix des actifs réels, pourrait modifier les flux de capitaux, comme l'a dit M. Cantenot, vers d'autres valeurs de réserve, réelles ou illusoires, ou générer une forte baisse des dépôts bancaires qui financent l'économie. Comment pourrait jouer la psychologie là-dessus? Rien n'est jamais totalement nouveau en politique monétaire. Les taux négatifs renvoient quand même au rognage des pièces d'or et d'argent de l'Ancien Régime. L'assouplissement quantitatif renvoie quand même au compte courant des trésors dans les banques centrales. Alors, on n'en est évidemment absolument pas là. Et le plus probable, c'est qu'on puisse sortir de ces politiques monétaires aussi habilement qu'on y est entré. Et puis, n'oublions pas que l'énorme avantage ou inconvénient des taux d'intérêt réels négatifs, c'est de faire porter une partie du coût de la crise aux détenteurs d'épargne à taux fixe. Le deuxième déclencheur est mécanique. Les prix des actifs élevés et les niveaux de levier importants augmentent les risques de crédit dans les bilans bancaires et les risques de perte de valeur pour les apporteurs de fonds propres. Au-delà d'une certaine limite, les investissements se bloquent. C'est la peur qui reprend le dessus et de manière largement autoréalisatrice, les prix s'ajustent violemment à la baisse. Les banques centrales cherchent à éloigner cette limite par le biais de mesures macroprudentielles, de revue des modèles de risque de crédit et d'exigence de fonds propres, à juste titre. Et le niveau actuel des prix n'est pas encore uniformément déraisonnable. Mais il faut rester vigilant sur ce thème. Le troisième déclencheur est politique et concerne les taux de change. Nous sortons d'une période où la guerre des monnaies était vue comme une course à la compétitivité dans le but de soutenir les économies par les exportations. Mais d'autres époques ont vu l'inverse, avec des zones monétaires qui voulaient des monnaies fortes pour attirer les capitaux et acquérir les actifs internationaux à bon compte. Venise il y a quelques siècles, l'Allemagne plus récemment, certains pays asiatiques pourraient un jour être tentés. Les politiques monétaires actuelles ne sont possibles que si tout le monde fait la même chose en même temps. Sinon, les taux de change s'ajustent, généralement violemment, et le reflux peut être pénible. Une monnaie faible, c'est aussi un niveau de vie en baisse, comme le Royaume-Uni le vit après le Brexit. Ma conclusion est donc simple. La politique monétaire actuelle a une limite, et c'est parce que cette limite est connue qu'elle ne sera pas atteinte. Merci, bien dit. Je ne sais pas si Ken Rogoff est de nouveau avec nous. Il est avec nous.
Can you hear us? I hear you just fine. I can't. Oui, je vous entends très bien. J'allais commencer mes remarques, mais j'ai ensuite été coupée. Je vais essayer de regarder vers l'avenir et les choses incroyables qui se sont passées ces 12 dernières années en termes de politique monétaire et fiscale. Et je vais parler des banques centrales pour un seul pays et puis ensuite la situation en Europe. Repensons à ce qu'est une situation normale. Dans des circonstances normales, et si l'on sépare la macroéconomie, la politique macroéconomique, ce n'est qu'un instrument que la Banque centrale a. Et les banques peuvent aussi quantifier les devises, mais c'est quelque chose que le Trésor peut faire. Et au Trésor, les gouvernements font bien plus. On peut parler de coordination entre les banques centrales et les gouvernements, mais il s'agit de parler de subordination plutôt, de l'une envers l'autre. D'un autre côté, si l'on parle de réglementation, eh bien, il y a énormément de demandes. Il faut mesurer tout un tas de facteurs. Cela dit, ce n'est pas fondamental dans l'indépendance des banques centrales. Mais en termes de crise, alors les choses changent parce que les banques centrales peuvent réagir très rapidement et elles ont besoin du soutien des gouvernements. Et là, le gouvernement doit avoir une réaction responsable. En Europe, c'est assez différent parce qu'il y a une banque centrale et de nombreux pays et des différences en termes de quantification des devises, en termes de détente quantitative. Et en ce qui concerne le changement climatique et les inégalités, il y a une seule macro-politique à la Banque centrale, alors qu'il y a énormément de politiques réglementaires. Et ces questions de changement climatique ou d'inégalité ne s'ajustent pas vraiment dans les rôles qu'ont les banques centrales. Parce que si l'on parle de taux d'intérêt, je ne sais pas si l'on peut évoquer les inégalités en fonction de cela. Et le changement climatique est plutôt rapide. Et les banques centrales peuvent donner énormément de bons conseils. Mais je ne veux pas que les banques centrales prennent les décisions politiques en ce qui concerne le changement climatique. Ce devraient être des agences gouvernementales. Donc on ne peut pas penser à cela dans des schémas différents. Nous sommes sans cesse en crise et les banques centrales doivent agir ou les gouvernements ne savent pas quoi faire. Et en ce qui concerne les taux d'intérêt négatifs, nous pourrions en reparler en ce qui concerne les banques centrales, mais je garde cela pour un autre sujet. Patricia Griffo a une... Nous donner votre propos sur ces questions-là et sur la question du rôle des banques centrales. Tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, le sujet sur lequel moi je prends la question de jusqu'où l'intervention des banques centrales, vraiment sur cet aspect climatique. Le constat, d'abord, il est assez partagé, donc je vais me limiter simplement à un chiffre. Si on prend le budget carbone
restants, c'est-à-dire les émissions de CO2 compatibles avec l'engagement climatique des accords de Paris, de maintenir le réchauffement en dessous des 2 degrés, notre budget, il est de à peu près 980 gigatonnes de carbone. Les émissions anthropiques annuelles, c'est à peu près 42 gigatonnes. Donc avec un rythme pareil, on épuise notre budget carbone en 20 ans. Donc ça, c'est un constat partagé et je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, qu'à avoir le système bancaire par rapport à ça? D'abord, c'est évidemment une source de financement des énergies fossiles, mais pas uniquement. C'est aussi un sujet pour les banques centrales. Pour quelles raisons? Non seulement parce que ça concerne les activités financées par les acteurs financiers, mais surtout parce que le changement climatique, c'est une menace pour la stabilité financière. Et donc c'est ça le point en fait de menace qui est traditionnellement appréhendé à travers 2 types distincts de risques climatiques. Le risque physique, c'est tous les coûts économiques et financiers qui résultent de la gravité et la fréquence croissante des facteurs physiques de risque climat. Pour vous donner un exemple simple, si on prend le secteur de l'assurance, entre 2020 et 2050, le coût des sinistres climatiques va être multiplié par 6 environ. Les primes devront alors augmenter de 130 à 200% d'ici 30 ans, soit à peu près 3 à 3,7% par an. Donc on n'est pas face à on a un risque, un risque physique qui menace les choses. Deuxième catégorie du risque climat, c'est le risque de transition, qui lui va résulter des changements politiques et des politiques gouvernementales, donc qui va avoir des conséquences majeures, des changements technologiques ou des changements de comportement des investisseurs et des consommateurs. Et donc ces risques de transition vont représenter une menace forte de perte pour le système bancaire et financier, et aussi d'instabilité financière majeure qu'on peut appréhender à travers le risque crédit, le risque de marché, le risque de liquidité ou le risque opérationnel. Donc certes, il existe beaucoup d'incertitudes sur l'horizon auquel ces risques vont se manifester, mais l'idée ici, c'est quand même de renforcer la préparation des acteurs financiers à ces risques. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion de ce constat-là? Le changement climatique, c'est une menace pour la stabilité financière et c'est du ressort des banques centrales que de l'adresser. Alors, on a déjà eu quelques éléments qui ont pu être évoqués sur les programmes de rachat d'actifs, sur l'hypothèse de market neutralité ou pas. En fait, les banques centrales, elles ont 4 grands outils pour adresser le risque climatique. Premier outil, c'est l'analyse économique et financière. Il s'agit simplement ici de s'assurer que le changement climatique est bien pris en compte dans les modèles et les méthodes de projection macroéconomique. Donc de ce point de vue-là, on a un réseau des banques centrales, le NGFS, qui est le réseau des superviseurs et banques centrales pour le verdissement du secteur financier, créé en 2017 par 8 banques centrales dont la Banque de France. Aujourd'hui, 83 banques centrales en font partie et 13 observateurs sur 5 continents. Donc ça, c'est un premier outil. J'aurai l'occasion de peut-être redévelopper dans le débat les 3 autres outils qui tiennent plus aux politiques de rachat d'actifs ou à la réglementation prudentielle en tant que telle. Mais je vais laisser la parole à mes collègues. Merci. Oui, effectivement, c'est un grand panel et donc je veux avoir un peu de temps pour le débat. Et je voudrais faire un tour de table rapide, mais vraiment 30 secondes, 1 minute pour tous les intervenants. On a entendu de M. Centenniaux cette idée de réallocation liée aux actions des banques centrales. On a beaucoup parlé de la question de l'environnement et du climat, c'est une question politique. Monsieur Rogoff, professeur Rogoff, a parlé de cette perspective de crise éternelle. Les banques centrales jouent dans le monde politique désormais. C'est plus du bidouillage de taux d'intérêt, c'est vraiment, on est dans le monde politique. Dans ce contexte, ma question, c'est est-ce que la question de l'indépendance des banques centrales, qui date de l'avant-crise, a vocation à évoluer? I'm just going to say quickly in English for the outside interveners. Given the new role of the central banks, is the traditional framework of independence still appropriate? Et on peut peut-être commencer avec vous, Monsieur Carstens. Eh bien, l'indépendance des banques centrales est très importante pour avoir des institutions au sein du gouvernement avec un mandat de préserver une stabilité financière et de réagir s'il y a un ralentissement de l'économie.
Donc, c'est un principe de responsabilité. Et donc, bien sûr, nous avons besoin du soutien des citoyens. Mais je crois qu'il existe, ce soutien. Et nous prenons des risques et nous essayons de relever des défis. Par exemple, en fournissant des finances au gouvernement avec une forme de contrôle. Et les ressources que nous avons aujourd'hui, nous constatons que nous pouvons agir opportunément sans aller contre les politiques publiques et en faisant un bon usage de notre indépendance. Pendant cette crise, malgré l'indépendance, nous avons réagi très rapidement. Et c'est pourquoi les banques centrales sont toujours en première ligne en termes de défense. Et bien sûr, il y a des politiques fiscales et des politiques structurelles. Parce que nous avons parlé de la réallocation de ressources, d'économie et de changement climatique, mais au final, ce sont des phénomènes auxquels nous devons prêter attention. Nous avons des instruments à notre disposition. Je suis désolée, mais je dois respecter le temps et je veux que chacun puisse parler rapidement. Est-ce que ces questions, parce que vous avez évoqué des questions d'un ordre politique, est-ce qu'elles peuvent être gérées par des banques centrales? C'est un vrai sujet, effectivement, qui a la légitimité politique pour fixer les objectifs, notamment les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. C'est pas un hasard si je mentionnais le NGFS, parce que c'est une coalition internationale de banquiers centraux. Donc ici, on ne peut pas effectivement conditionner la décision de tel ou tel indicateur ou de telle ou telle stratégie de politique monétaire à une instance en particulier. Et donc, il y a un vrai sujet de légitimité politique. Mais je tiens à souligner qu'en matière de changement climatique, on est quand même face à une double défaillance de marché, une défaillance de marché environnemental, l'absence de prix unifié du carbone, mais aussi une défaillance gouvernementale en la matière. Donc on a un vrai sujet, je laisse la question un peu ouverte et pour le débat, pour corriger cette double défaillance. Effectivement, est-ce que les banques centrales sont les mieux placées? Moi, le point que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça menace la stabilité financière. Donc, de toute façon, voilà, ce sujet-là est très clair. C'est dans leur mandat. Exactement, dans leur mandat, voilà. Mais ensuite, ça ne règle pas le problème politique vis-à-vis duquel je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par mes collègues tout à l'heure. Mario Centeno, on peut peut-être passer à vous. Vous avez été du côté politique et maintenant du côté du banquier central. Est-ce que le framework, pour utiliser le mot, est encore approprié de l'indépendance? Thank you. This is a very hot topic. C'est un sujet très difficile. L'indépendance ne peut pas être remise en question. Nous ne pouvons pas parler de dépendance des banques centrales. Nous pouvons aussi essayer d'éviter de promettre trop de choses en ce qui concerne le climat, parce que il me semble qu'il est simple de parler du climat et bien sûr il va avoir un impact sur les prix et la stabilité des prix et il faut anticiper cela. Mais nous devons nous concentrer sur notre mission et sur ce que cette mission signifie exactement. Pour la BCE en particulier. Donc, il faut que nous continuions à travailler ensemble. Mais la patience est clé en termes de politique.
Et nous savons qu'une patience économique signifie des liquidités. Nous voulons que la population nous fournisse des instruments qui n'existent pas. Par exemple, concernant des politiques ou des lois qui ont été approuvées. Et nous avons besoin de compléter ce paysage institutionnel. Mais nous avons besoin d'indépendance de la BCE ainsi que de capacité fiscale. Thanks a lot. Well, Beatrice Vedder-Di Mauro, you talked about environment. Do those questions challenge the framework of central banks? En fait, la discussion n'est pas si les banques centrales peuvent résoudre le changement climatique. Il me semble que la question principale, c'est est-ce que le changement climatique va avoir un impact sur les banques centrales? Et la réponse est oui. La réponse à la première question, peuvent-elles changer le changement climatique? Je crois que la réponse est plutôt non. Il faut que d'autres acteurs se penchent sur la question. Et en termes d'indépendance des banques centrales, je crois que c'est un point très important parce que les banques centrales ont dû étendre leur rayon d'action. Mais en termes d'outils qui peuvent être déployés en temps de crise, mais ce que cela crée, c'est un fossé entre le grand public, en particulier ce que les gens attendent des banques centrales, par exemple en Allemagne, et ce qu'ils les voient faire. Donc, pour préserver l'indépendance des banques centrales, il serait crucial d'avoir davantage de communication et de dialogue, pas simplement avec les économistes, mais également avec le grand public, parce qu'il faut vraiment être pédagogue. Yes. Génère des transferts par rapport à une autre politique monétaire. Patrimoine, revenus et le grand transfert quand même des taux d'intérêt réels entre détenteurs d'actifs à taux fixe et détenteurs d'actifs indexés sur l'inflation. Mais avant de penser transfert, le rôle des banques centrales, c'est de faire que l'économie fonctionne. Et donc, en mettant en danger leur indépendance, ce qu'on risque, c'est d'avoir une économie qui ne fonctionne pas au nom de transferts qu'on maîtriserait politiquement. Donc, je crois qu'il faut être très prudent là-dessus. Merci. Ça nous laisse avec Ken Rogoff. Si le Zoom marche, oui, on vous voit. Est-ce que la question, vu l'évolution des politiques monétaires, est-ce que la question de l'indépendance des banques centrales a vocation à évoluer? Je pense que c'est une question très pertinente et peut-être qu'il faudrait que je revienne l'an prochain parce qu'il y a des monnaies numériques et cela crée une décentralisation des banques. Donc le paysage est en train de changer complètement. Donc en plus de tout ce dont nous avons parlé, je voudrais rappeler que les banques centrales font un travail extraordinaire, que ce sont un bon modèle pour créer d'autres agences qui se focaliseraient sur les modèles dont nous parlons, parce que les banques centrales sont de plus en plus vastes et les politiques qu'elles contrôlent sont en train de changer. Le cadre politique change, donc il faudrait qu'il y ait probablement des membres élus. Merci beaucoup. Comme toujours, le mot de la fin. Oui, alors la fin, très bien. Oui, je vais avoir le mot de la fin. Il faut bien. Après tant de nourriture pour l'esprit, je crois qu'il est vraiment l'heure d'avoir un peu de nourriture pour le corps. Un verre de rosé peut-être, non?
Et du liquide, oui. Ils applaudissent, hein, quand vous dites que c'est la fin, ils sont... Et un petit peu de liquide, donc je vous convie tous à faire quelques pas. Et je vous remercie d'être restés avec nous si tard. Merci.